Merci déjà aux organisateurs de la Curatellaire sur ce thème original et j'allais dire éminemment pratique. Merci aussi à monsieur Olivier Chaumonot de m'avoir accordé la parole pour cette synthèse, même si je pense que c'est quand même un cadeau empoisonné, de fin de journée que je vais essayer de vous faire le plus brièvement possible, malgré la synthèse globale, donc, puisque j'ai été abandonné par la synthèse à mi-journée et surtout, il y a eu ces riches et denses contributions. Mon troisième merci qui déborde déjà, puisque je donne un quatrième merci pour me supporter pour ce final. Pardonnez mon langage fleuri. À l'occasion, je pense que je n'irai pas jusqu'à l'ARA avec toutes ces couleurs, mais je vais quand même essayer de quitter le socle de la couleur noire du jour. Alors, notre sujet, c'est la fin de vie du majeur protégé. A priori, il y a plus gai comme sujet. Toutefois, même si l'interrogation, je dirais, est triste, voire douloureuse, c'est un sujet vivant. Un sujet vivant, on vous l'a dit, c'est un sujet d'actualité aux frontières du vivant et, je dirais, au-delà de nos frontières. Un collègue universitaire m'a fait part de sa réflexion qui était menée dans son pays, le Japon, sur cette importante question dans une société qui est confrontée au vieillissement de sa population. Alors, le premier enseignement que je tirais de cette journée, c'est que dans un parcours de vie, il ne suffit pas de subir une situation conduisant à l'indispensable protection, il faut encore l'anticiper et avec elle prévoir aussi l'issue qui l'accompagne, j'allais dire inéluctablement, la mort. À l'écoute des thèmes des intervenants, j'en déduis qu'il faut accompagner la fin de la vie du majeur protégé sous différents aspects, jusqu'au bout, en débutant pendant sa vie et qu'il faut mettre en place, si j'ose dire, l'après-vie. On pourrait croire, je dirais, à un final et à un début, une course et un tremplin. C'est en réalité le chemin vers la fin et ses suites immédiates ou ses suites, je dirais, à plus long terme. C'est le toboggan. C'est une descente vers le néant juridique. Je ne viendrai pas sur le terrain religieux. Le majeur protégé va devenir un défunt, comme toute personne dont la vie s'arrête. Il partagera le sort de toute personne, pour l'essentiel, avec certaines spécificités sur lesquelles le public aujourd'hui, je pense, a été informé par des informations très utiles. Alors, il convient de respecter le temps de mourir et partant d'offrir un cadre protecteur pour passer ce cap. Ce n'est qu'alors que s'ouvre la succession du majeur protégé qui intéresse à ce moment-là, évidemment, ses héritiers. Chronologiquement, on peut distinguer, me semble-t-il, si on résume cette journée, une phase où l'on prépare la mort, d'une certaine façon, et une autre phase où l'on s'occupe des conséquences du décès. Le droit positif semble traduire l'idée qu'il convient de gérer au mieux, j'allais dire, et au plus vite, la survenance du décès du majeur protégé si l'on n'a pas mis en place, je dirais préalablement, une organisation qui exige évidemment un effort d'anticipation, effort qui est à conseiller, on vous l'a dit, qui a son intérêt, mais qui a aussi ses limites. Aussi, c'est cette approche qui invite à évoquer, je pense, d'abord la protection lors de la fin de vie, et ensuite la préparation de la fin de vie. Un mot sur cette protection lors de la fin de vie. On se situe au moment de la fin de la vie de tel majeur protégé. Il a disparu. Il faut alors s'occuper de la dépouille et du patrimoine. L'organisation des funérailles d'abord. L'organisation des funérailles, que fait-on du cadavre ? Eh oui, dans l'immense corpus qui résulte de la loi du 5 mars 2007, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, rien n'est spécifiquement prévu à cet effet. Je mets de côté le respect de la volonté et les dons d'organes post-mortem qui ont été évoqués, notamment la cornée, évidemment. Mais on sait que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Et là, je suis juriste, pardon mon médecin de ce matin, l'article 16-1-1 du Code civil, je ne bégaye pas, ajoute les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, on a vu la différence avec l'inhumation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. Finalement, on est sur la fin de vie. Les rites funéraires ou les funérailles ont pu être choisis par le majeur protégé, comme sa sépulture. Si le choix n'a pas été fait avant la mise en place de la protection, on peut penser que le majeur protégé, qui conserve sa faculté de le faire pendant le régime, peut choisir tel ou tel rite et, je dirais,
c'est un domaine éminemment personnel, je dirais strictement personnel. On vous a évoqué l'article 458 ce matin, indépendamment des facteurs culturels qui interviennent dans ce domaine sensible. Pourquoi c'est éminemment personnel? Parce que l'individu est face à la mort, il est face à son destin d'être mortel. Face au silence, parce que le silence est là, par défaut, donc, on fera appel à qui? Comme d'habitude, à la famille et aux proches, quand ils existent, qui indiqueront évidemment l'inclinaison du défunt ou pas, la cérémonie religieuse éventuellement qui aurait pu être choisie. Donc on va retrouver des indices, des témoignages éventuellement. Lorsqu'il y aura mésentente, eh bien on saisira le juge. On sera entre les marins et Pénélope qui s'occupera de cette Ulysse donc, que vous avez égaré tout à l'heure. Bien. Le cas échéant, ce pourrait être l'organe protecteur, et donc le MJPM, avec la gestion d'affaires qu'on a entreaperçue, sur ce terrain-là en tout cas. Après tout, je dirais que la protection du majeur est instaurée, est assurée dans le respect de la dignité de la personne. C'est ce que nous dit l'article 415 du Code civil. Or, la dignité de la personne ne cesse pas avec sa mort. Ça fait peut-être partie donc de sa mission, et on a vu tous les problèmes d'urgence pour s'occuper de cela, pour qu'il n'y ait pas de déresponsabilisation aussi du MJPM. Soyons pragmatiques de ce point de vue-là. Donc d'emblée, il faudra prendre des mesures pour conserver le cadavre, la garde du corps, nous a-t-on dit, peut-être même le rapatrier, surtout lorsqu'on aura un majeur isolé qui attendra, en tout cas son corps, la prise de décision pour la suite. Bien. Et je dirais que le protecteur doit rendre compte, on nous a dit qu'il devait rendre compte des diligences qu'il accomplissait dans sa mission patrimoniale, il doit aussi en rendre compte dans sa mission de protection de la personne. Article 463 du Code civil, hein, ne l'oubliez pas. Aussi, dans un tel domaine sensible, on peut évidemment souhaiter l'anticipation. Le majeur peut, je dirais, exprimer sa volonté pour sélectionner son mode de funérailles. Et c'est le mieux. Et là-dessus, je dirais que le testament est un support possible et je dirais un support sûr. Pourquoi? Parce qu'il est conservé par un notaire et on vous a dit qu'il y avait un fichier des dernières volontés et on vous a même dit que le notaire était votre ami et un partenaire essentiel. Bien. Mais on vous avait aussi vu le conseil funéraire qui n'est pas à négliger en parallèle pour savoir ce que vous pouvez faire. Cette liberté des obsèques dans le cadre légal, et là dans le cadre légal, vous avez vu toute l'aventure sur l'une qui va se promener dans un jardin, de la mer à la montagne, plus on gagne les cimes, on se rapproche d'une destinée beaucoup plus éternelle. Évidemment, vous aurez compris que ça nécessite aussi une prise en charge. Pourquoi? Parce que mourir a aussi un coût à assumer. Là aussi, le patrimoine du défunt pourrait être, j'allais dire, affecté, ou en tout cas, ses héritiers pourraient être sollicités. Et on retrouvera aussi, peut-être au passage, la gestion d'affaires. Le marché, car on a parlé du marché, ce ne sont que des histoires de marché, tout ça, offre les moyens de l'anticipation avec les multiples figures des contrats d'assurance obsèques, qui comprennent des prestations, et là j'attirais votre attention, à sérieusement identifier. Un contrat obsèque, c'est une étiquette, regardez ce qu'il y a dans le paquet. Bien. Évidemment, ces contrats peuvent être conclus pendant la mesure de protection, mais en respectant les procédures qui ont été instituées et qui vous ont été rappelées. C'est une vente de tranquillité. Une vente de tranquillité pour le majeur, oui, et pour ceux qui restent, parce que ce serait la charge de supporter cela. Et les héritiers poussent, souvent papa ou maman, à souscrire ce genre de contrat pour ne rien payer. À ce propos, vous le voyez, la mort n'enlève pas tous les soucis, même si on peut faire un prélèvement sur le compte bancaire du mort. Et j'en viens donc à la gestion du patrimoine. Gestion du patrimoine, la question qui se pose, que se passe-t-il s'agissant de la mesure de protection juridique du majeur, puisqu'on parle du majeur protégé, qui a été mise en place au moment de la mort? Eh bien, après la mort, s'évanouit, on le sait tous, la personnalité juridique du majeur, décédé donc. Donc, s'évanouit aussi la question sur sa capacité juridique, ça c'est réglé, on oublie, et sur sa protection corrélative. C'est l'article 443 qui nous a été rappelé ce matin, qui rappelle que la mesure judiciaire prend fin par le décès du majeur. Et pour le mandat de protection future, c'est la même chose. Article 483, deuxième en petite bulle, pour ceux qui veulent éviter une lecture surabondante, vous avez la même annonce, la fin du mandat de protection future par la mort du majeur. Quid, puisque le quid est apparu en fin d'après-midi, utilisons-le, quid de la mission de l'organe protecteur? Alors, moi je me posais une question simple, ne faut-il pas finir ce qu'on a commencé? Si la loi du 3 janvier 1968 était muette, finalement pour décrire une évidence, celle de 2007 a pris la parole en réaction, nous a-t-on dit, contre les pratiques antérieures.
C'est l'article 418 du Code civil que je me permets de vous relire, qui a été rappelé au cours de cette journée. Sans préjudice de l'application des règles de gestion d'affaires, le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection. C'est une fin automatique qui n'a pas à être constatée par le juge. Fin automatique, il y aura la vérification, et on a vu le rôle de l'huissier. Il y aura la reddition des comptes avec l'important inventaire à faire. Et vous avez vu que l'idée, c'était la transparence et la lisibilité, parce qu'on va vers le dessaisissement, finalement, de l'organe protecteur. Ce texte, article 418, il figure dans les dispositions communes aux majeurs protégés et semble donc, en tout cas de mon point de vue, concerner tant les mesures judiciaires que celles conventionnelles. Ne l'oublions pas. En fait, reste à savoir quel type d'actes pourront être autorisés par le biais de cette gestion d'affaires. Les indications vous ont été fournies et vous avez vu qu'il faudra être prudent quand vous glisserez vers l'acte de disposition. Mais même dans un acte conservatoire, je pense que parfois, un acte de disposition s'impose parce qu'il est aussi conservatoire. Donc il faudra y penser. Attention aux responsabilités. Et les intervenants ont souligné les difficultés pratiques qui peuvent naître justement avec l'arrêt des pouvoirs sur le patrimoine d'autrui. Car jusque-là, vous étiez investi de pouvoir sur le patrimoine d'autrui, ça s'arrête avec la mort. Ça peut être la sphère d'action que vous avez, ça peut être aussi les problèmes de rémunération, remboursement, donc des difficultés qui sont apparues, ainsi que les risques en termes de responsabilité civile. Responsabilité civile. Et là, on a vu le problème de l'assurance responsabilité civile professionnelle, et je vous ai invité tout à l'heure à bien relire vos contrats, donc je n'y reviens pas. Bien. Et donc, vous voyez qu'on va rechercher votre responsabilité aussi bien dans l'abstention que dans l'action. N'ayez pas peur de l'action, parce que parfois l'abstention pourrait vous être reprochée. Évidemment, dans cette optique, il pourrait y avoir le recours des héritiers contre le mandataire judiciaire à la protection des majeurs lorsque la gestion a été continuée. D'où des protections à prendre par ces professionnels en amont dans leur gestion. Et je crois que le maître mot qui a été évoqué par tous les MJPM, c'est la traçabilité des actions du MJPM et conserver, préconstituer des preuves, être inattaquable dans sa gestion. Sur le fond comme sur la preuve. D'ailleurs, je rajouterai, le palliatif suggéré n'est pas la tutelle de fait, comme on disait autrefois, où l'organe, j'allais dire, continuait à se comporter comme si la mesure était encore en place. Non. Le législateur a rappelé, ce qui est également le cas en sauvegarde de justice, qui a été plus évoqué que traité aujourd'hui, mais ça peut être intéressant, les mandats de sauvegarde de justice, pour intervenir dans cette mesure pour laquelle, finalement, il y a un encadrement assez sommaire à la sauvegarde. Et cette technique qui est utilisée, qu'on retrouve dans les régimes de protection, c'est la gestion d'affaires. Alors, dans la sauvegarde de justice, certaines personnes sont désignées comme devant accomplir ou pouvant accomplir en tout cas des actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée, quand cette personne est vivante. C'est vrai que ce n'est pas une condition qui est forcément toujours présente, mais on devine que derrière, il y a l'urgence en arrière-fond. Il y a l'urgence, et ça doit nous aider pour savoir ce qu'on peut faire en gestion d'affaires après la mort. Il y a l'urgence, et je dirais que plus largement, il faudra peut-être s'interroger un jour sur une juridiction de l'urgence qui serait très bienvenue pour les majeurs protégés. C'est une des propositions du livre blanc qui a été rendu en 2012, mais entre les propositions et les actes, vous savez qu'il y a toujours de la marge. Je me suis interrogé en vous écoutant tous sur ce qu'on pourrait faire au-delà de la gestion d'affaires. Alors, on peut s'interroger sinon sur la possibilité d'un pouvoir général d'administration après la mort, évidemment, du moins de certains pouvoirs qui rentreraient donc dans la mission du mandataire, afin de permettre de réaliser, je dirais, tel ou tel acte au moment du décès du majeur. Parce que je me suis dit, finalement, qui est le géré dans cette histoire? Le mort? Les héritiers? Qui a intérêt à ce que la mission prenne fin? Donc, vous voyez, dans cette logique-là. Pour davantage de sécurité juridique, je pense qu'il s'agirait de reconnaître, et pourquoi pas de les réglementer, indépendamment de la tolérance dont la pratique peut faire montre, parce qu'on sait bien qu'en pratique, ça ne suit pas forcément toujours les textes, dans telle ou telle espèce, donc, reconnaître des actes pour favoriser finalement l'action de l'organe protecteur qui connaît le décès. Ce serait donc de la prospective avec un législateur qui interviendrait. Toutefois, il faut déjà signaler un tempérament qui existe d'ores et déjà, c'est l'article, alors le numéro de texte, je ne vais pas vous abreuver, mais c'est l'article 420 parce qu'il est important pour les mandataires judiciaires à la protection. On a insisté sur le fond, c'est malgré le décès, donc, ou après celui-ci, il demeure que sur autorisation préalable du juge des tutelles, donc ces organes professionnels que sont les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, et eux seuls,
hein, peuvent délivrer un mandat de recherche des héritiers et c'est-à-dire solliciter un généalogiste dont le travail vous a été décrit avec parfois des centaines d'héritiers, comme quoi les cousinades, il faut savoir les éviter. Bien. La réglementation, c'est l'article 1215 du Code de procédure civile qui vous fixe toutes les modalités, comment on fait, on passe évidemment devant un notaire. Cela facilitera, vous l'aurez compris, la tâche du notaire chargé de régler la succession, hein, évidemment. Un mot qui n'a pas été dit sur le coffre-fort. Moi, je suis très coffre-fort. On rencontrera les mêmes difficultés que n'importe quel héritier face à la mort du locataire du coffre-fort. Fermez et attendez que le notaire intervienne. Bien. En attendant donc une évolution sur ce terrain des pouvoirs après la mort, l'organe qui est en place doit concrètement assumer cette transition vers l'héritage, alors que sa mission essentielle et première est normalement de veiller aux intérêts du seul majeur, pas de ses héritiers. Hein, tout le monde n'a pas prévu l'administration de sa succession, évidemment, par un mandataire, en souscrivant un mandat à effet posthume, dont on n'a pas parlé, mais je suis là pour vous en parler, je fais la synthèse, je vois les idées qui se développent éventuellement, ou un exécuteur testamentaire, dont on a parlé en revanche. Du vivant du majeur protégé, je dirais qu'il ne faut absolument pas se servir de la mesure de protection comme d'un moyen détourné pour préparer la succession. Avant que sa vie ne s'arrête, l'objectif est sa protection à ce majeur protégé et rien d'autre. Et je rappellerai fermement que la protection a pour finalité, article 415 du Code civil toujours, l'intérêt de la personne. Et je rajouterai en même temps qu'elle est un devoir des familles et pas un bénéfice direct pour une rémunération, une récompense, un avantage, que sais-je. Il reste que le droit des incapacités n'est pas dépourvu, et tout le monde le sait, d'arrière-pensée successorale, du moins de protection du patrimoine familial derrière. Pensons à la remise en cause de certains actes juridiques après le décès de leur auteur. On vous a parlé de la période suspecte, on vous a parlé de l'insanité d'esprit, et dernièrement, des héritiers ont voulu faire sauter un barrage pour attaquer des actes à titre onéreux après la mort de l'auteur, et le Conseil constitutionnel, avec la procédure que vous connaissez de la question prioritaire de constitutionnalité, en 2013, a validé le texte qui restreint l'action des héritiers, mais attention, sur le terrain des actes à titre onéreux, pas des libéralités. Dans le prolongement, vous avez vu que le droit des majeurs protégés a prévu certaines règles à suivre pour des libéralités justement qui seraient consenties par le majeur, qui serait sous tel ou tel régime. Ce n'est plus un obstacle. Et je dirais même qu'il a réglementé un produit qui est très répandu, évidemment, parce qu'il a une attractivité fiscale, c'est celui de l'assurance vie. Très répandu, l'esprit, on vous l'a dit, l'esprit général, c'est celui d'une plus grande ouverture par rapport au droit antérieur, évidemment. Mais je dirais que la liberté accordée, même encadrée, n'empêche pas le contentieux. Elle n'empêche pas le contentieux, par exemple, ça vous a été dit, sur la désignation du bénéficiaire et sur la modification de la désignation du bénéficiaire en fin de vie, justement, en fin de vie. Dans cette étape de la transmission, je ferai juste une allusion à une incapacité de recevoir qui figure à l'article 909 du Code civil et qui vise spécifiquement incapacité de recevoir des libéralités par le MJPM. C'est un professionnel qui est donc classé dans la catégorie et des soignants de l'âme et du corps, évidemment. Je précise aussi que dans les projets qui visent la dépendance, on tendrait à étendre ces incapacités, y compris aux personnes qui aident socialement, qui viennent à domicile porter des repas, pour éviter tout soupçon de détournement et d'abus de faiblesse, pour dire les choses simplement. Parce qu'elles ne sont pas toutes protégées, mais elles ont peut-être besoin de l'être. On parvient à l'étape de la succession où on s'est aperçu finalement, en tout cas un peu indirectement, d'un retour en arrière. Et je dirais que c'est une question qui a été plus brossée qu'évoquée, c'est la question du recours contre les héritiers, qui n'a pas été abordée peut-être dans le parfait détail, mais enfin, j'y viens d'un mot. On a entendu parler de certaines prestations sociales qui vont être versées aux majeurs protégés de son vivant. Alors c'est pour des personnes âgées, pour des personnes handicapées, pour des personnes logées parfois. Il ne s'agit en fait que d'une espèce d'avance. Une espèce d'avance, pourquoi? Parce qu'après le décès, on va passer à la contribution à la dette. On va passer à la contribution à la dette, on va se rattraper si possible sur la succession qui sera rongée, voire absorbée au détriment des héritiers. Et il faut trouver donc un délicat équilibre entre les solidarités. Celle familiale, d'un côté, dont on sait qu'elle est parfois largement en recul, pour ne pas dire quasi inexistante, celle de l'État au sens large, dans un contexte général
de crise économique et, je dirais, de restrictions budgétaires. Avec le développement de la dépendance, dès aujourd'hui et dans les prochaines années à venir, papy boum en vue, il y a fort à parier que les arbitrages vont évoluer sur cette question. Je pense à l'APA notamment. On est au mois d'avril 2014, avec un projet qu'on a appelé la loi d'adaptation de la société au vieillissement, le projet sur la dépendance, on nous dit sur l'autonomie des personnes âgées. Bon, c'est un doux euphémisme langagier habituel pour décrire la situation qui est en réalité inverse. Projet qui devait être examiné avant la fin de l'année, au mois d'avril normalement, pour entrer en application en 2015. Certes, c'était avant notre changement de Premier ministre du 31 mars dernier. Le changement, c'est maintenant. Bien. J'ose à peine dire la valse pour un changement de héros parce que je me dirais que j'abuserais. Bien. En tout cas, dans un discours de politique générale de 47 minutes que j'ai écouté pour vous, il y a eu 10 secondes sur la fin de vie et le prolongement de la loi Néonetti. Passons aux choses sérieuses. En disant cela, j'aborde évidemment la préparation de la fin de vie, sur laquelle je serai plus bref. Préparer la fin de sa vie, c'est songer à sa propre mort. Et dans l'intervalle, à sa décrépitude, à sa déchéance. On comprend que les comportements sont extrêmement variables face à ces événements généralement plutôt craints. Je distinguerai les soins et finances et la dépendance. Alors, sur les soins et finances, vous avez vu que les mesures de protection sont à la fois protection du patrimoine et protection de la personne. Il est particulièrement difficile d'intervenir dans ce dernier domaine, celui de la personne. De plus, c'est un domaine qui est très intime et qui est intimement lié à la protection du patrimoine. Je ne prends qu'un exemple, c'est la protection du logement, article 426 du Code civil, cet acte mixte où on va à la fois protéger le logement, la résidence, le cadre de vie de la personne. Pourquoi ? Cette phase de vie, on l'a dit, elle nécessite un budget pour affronter cette phase de vie, pour affronter ce qui va venir. Et donc, la suggestion de stratégie patrimoniale qui vous a été faite, avec une diversité de supports, SCI, etc. Selon l'individu, qu'est-ce qu'on va faire ? On va chercher du côté du patrimoine, de ses ressources, et peut-être qu'on n'en a pas assez parlé, parce que souvent le majeur protégé, il est pauvre aussi, du côté des aides sociales, lorsqu'elles existent et lorsqu'elles sont ouvertes. Il faut aussi se demander, sur un autre terrain, s'il ne faudrait pas déterminer le cadre de vie, le lieu de vie. Très joli les textes qui nous disent le majeur choisit son lieu de résidence, son lieu de vie. La bonne blague, j'aimerais bien habiter tel boulevard parisien. Oui, paye. Avec des modalités très précisées sur ce cadre de vie. Ça va du domicile, on a voulu montrer qu'il fallait encourager le maintien à domicile, jusque, je dirais, à la maison médicalisée, à l'institution, les EHPAD ont été évoqués. Le fonctionnement des établissements a été explicité avec des expériences humaines qui ont été rencontrées et parfois, j'allais dire, de misère humaine, comme vous l'avez entendu ce matin dans le cas qui était exposé. La fin de vie est un projet de vie. Parfois, malheureusement, vous avez vu que le projet a une drôle de tête. Bien. Par principe, pour les actes sur la personne, le Code civil prévoit que la personne protégée décide elle-même dans la mesure où son état le lui permet. Article 459, je pense que c'est la fin qui est importante. Cette réserve, c'est laquelle ? C'est celle dite de la capacité naturelle, c'est-à-dire un consentement lucide, indépendamment de votre incapacité de droit. Est-ce que vous pouvez quand même penser ? Bien. Subsidiairement, on peut glisser vers l'assistance de l'organe protecteur, voire se résoudre à la représentation. Il en va ainsi pour l'organe protecteur, en dehors de l'urgence, comme ça vous a été dit ce matin, lorsqu'il n'est pas porté, encore une dérogation, un tempérament, gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou bien à l'intimité de sa vie privée, car là, il faut passer par les autorisations judiciaires. Je ne reviens pas dans le détail technique. Mais pour les décisions relatives à la personne, le Code civil prévoit la priorité des règles spéciales qui pourraient figurer dans un autre code, le Code de l'action sociale et des familles, si vous avez du mal à dormir la nuit, c'est parfait, et évidemment le Code de la santé publique, auquel il convient de se reporter, article 459-1, qui vous a aussi été évoqué. À ce propos a été rappelé le dispositif des directives anticipées, avec la fameuse loi Leonetti du 22 avril 2005, à articuler avec la personne de confiance, comme ça a été dit, puisque la personne de confiance n'intervient que si il n'y a pas de directive anticipée, instituée par elle, la loi Kouchner du 4 mars 2002.
10 ans déjà passés largement, les organes de protection, vous le savez, peuvent jouer ce dernier rôle de la personne de confiance, et notamment en mandat de protection future, article 479 de votre Code civil. Reste à articuler leur intervention avec l'aptitude à réserver aux majeurs. Acte strictement personnel, c'est-à-dire une sphère exclusive de compétences personnelles, ou acte simplement personnel, un acte de la personne ordinaire, ou un acte portant gravement atteinte à l'intégrité corporelle. Les prises de position, vous l'avez vu, ont été émises. Moi, j'aurais tendance à dire on fera comme avant, c'est-à-dire on va s'approcher d'une décision qui est en réalité collégiale. On va essayer de faire participer tout le monde. En pratique, on le sait, ce dispositif proposé est peu usité pour des raisons diverses qui ont été exposées. Et il y a un moment pour y penser peut-être, mais j'étais au 7e journée Alzheimer au mois de décembre. Même les soignants, ils n'avaient pas l'air de défendre ça mordicus. Cependant, même perfectible, c'est un instrument offert pour aider à la prise de décision sur le chemin de la fin de vie avec les soins palliatifs, où l'on veut éviter l'obstination déraisonnable, qu'on vous a distingué de l'acharnement thérapeutique, dans un certain contexte de dégradation de la qualité de vie. Qu'est-ce que c'est que la qualité de vie? Vaste débat, de l'embryon jusqu'à la mort. À rechercher autant que faire se peut, spécialement dans ces moments difficiles, où il faut identifier ce qu'est la qualité de vie. C'est une faculté, les directives anticipées, pour émettre des souhaits relatifs à la fin de vie. La valeur juridique a été représentée, je ne m'attarde pas sur le fait qu'elles ne sont finalement que des opinions. On les traitera si elles sont un peu vieilles en plus, vous imaginez. Vous n'avez qu'à vous imaginer en train de voter dans un isoloir. Parfois on hésite encore, à peine on a tiré le rideau, on change déjà d'avis. Bien. Le rapport SICAR, remis le 18 décembre 2012 au président de la République, et l'avis attendu du Comité consultatif national d'éthique, quand il y a autant d'autorités qui interviennent, c'est qu'on va sûrement faire pas grand-chose, conduiront peut-être à une évolution à suivre donc. Mais dans l'attente de l'arrêt éventuel des traitements, a été souligné le rôle fondamental des différents acteurs, parce qu'eux, ils sont sur le terrain, notamment des soignants au sens large et des aidants dans cette appréhension de la fin de vie des personnes âgées, des personnes malades et âgées qu'il faut héberger, qu'il faut entendre, qu'il faut accompagner et qu'il faut soigner. L'aide à domicile est à encourager, on l'a vu, et vous avez vu que les raisons budgétaires devraient donner une raison plus pragmatique et prosaïque. Mais je dirais que tout ce qui est personnalisation de la prise en charge, en fait, doit être encouragé. Tout ce qui est individualisation de la prise en charge. Les bonnes pratiques ont été décrites, elles sont à apprécier, elles sont à évaluer et elles sont à améliorer toujours. Néanmoins, quelles que soient les bonnes volontés, c'est aussi affaire de moyens matériels, comme cela a été souligné. Malheureusement, on sait que l'ouvrage est depuis longtemps sur le métier, malgré l'acuité du problème connu. Et j'en viens à la dépendance. On n'en a pas parlé ouvertement, mais quand même, c'est le sujet de fond. Il s'agit de la dépendance des personnes âgées et ou handicapées. Il n'y a qu'à songer au développement de la maladie d'Alzheimer. Les situations sont particulièrement hétérogènes et les inégalités nombreuses, y compris sur le territoire national, d'où des préoccupations déjà de démocratie sanitaire. Certains évoquent le 5e risque pour les, disons, dans le domaine de la protection sociale. Alors 5e risque, ça veut dire aussi des taxes et des prélèvements. Vous savez dans quelle époque on vit. Tandis que d'autres suggèrent des pistes de financement par le recours à l'assurance privée, voire d'autres qui proposent une combinaison, évidemment, des deux systèmes. L'idéologie française nous mènera peut-être à quelque chose. En 2012, le coût a été chiffré en milliards d'euros. Vous savez qu'on en cherche toujours 50. Et le mode de financement à trouver, finalement, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait capoter la réforme de la dépendance, notre ancien président de la République. Donc, depuis, en marge du débat sur le mariage pour tous ou l'euthanasie, la dépendance est revenue bien plus timidement que les autres dans l'actualité médiatique, mais elle est revenue. Grosso modo, je vais appeler ça le projet 2014, il envisage 3 directives. 3 directions plus exactement, que sont la prévention, là on retrouve un peu de médical, l'adaptation des structures, là on retrouve un peu de médico-social, et l'accompagnement des personnes, là on trouve du socio-médical. Alors, il y a la reconnaissance des aidants familiaux. Bon, ils n'avaient pas besoin qu'on les reconnaisse, ils étaient déjà là. Pour leur accorder du répit, même succinct, une aide financière. Je ne sais pas si avec 300 € par an, vous allez avoir suffisamment de répit. Mais bon, dans cette lourde tâche, parce que ça, en revanche, ça reste. L'allusion à la revalorisation de l'allocation personnalisée à l'autonomie, la fameuse APA, est vue
par les praticiens comme une goutte d'eau dans un océan de besoins. Et je dirais qu'après la sortie des oubliettes de cette dépendance, il faudrait peut-être éviter l'effet d'affiche et le saupoudrage habituel en ce sujet. Et j'en viens à quelques mots de conclusion. Avec ce thème de la fin de vie, on constate que l'anticipation est le maître mot. Au terme de cette journée, il ne peut qu'être vivement conseillé de préparer personnellement, je dirais, et activement sa fin de vie par les outils qui existent dans le domaine personnel ou le domaine patrimonial. Cependant, chacun comprendra bien qu'on ne peut pas tout anticiper toujours. Les moyens, leur existence et leur hauteur. Également, on ne veut pas tout anticiper, la psychologie, les résistances ou les hésitations. Nous parlons là à l'échelle individuelle, et je parle de sécuriser l'avenir, pour reprendre le mot des intervenants, dans le respect de la vie privée. Pour finir, il semble qu'un mot à l'échelle collective s'impose. Une société ne doit pas laisser au bord du chemin ces personnes vulnérables. C'est l'honneur du droit de s'y intéresser, mais il ne suffit pas ou plus de discours, je dirais, surtout ceux des multiples campagnes électorales. Vous aurez vu qu'on prend des lois sur les vieux juste avant des élections, en général, problème de mémoire sûrement. Il faut des actes tangibles. Et, il ne faut pas qu'il y ait de solitude des personnes pour la fin de vie, il faut plutôt de la sollicitude. D'une façon ou d'une autre, la société a le devoir d'anticiper pour ses membres les plus fragiles. C'est un message qui devient politique, mais finalement, le droit est fait par les hommes, pour les hommes. Je vous remercie.